Les changements d'état, alors évidemment ça vous avez déjà rencontré, vous connaissez, donc le début, bon, c'est pas très compliqué, hein, on rappelle rapidement les différents changements d'état possibles entre donc les états d'un système hein, qui peut être soit sous forme gazeuse, soit sous forme solide, soit sous forme liquide. Voilà, donc le passage du liquide au gaz, c'est de la vaporisation, du gaz au liquide, de la liquéfaction, du liquide au solide, solidification, du solide au liquide, la fusion, moins courant du solide au gaz, la sublimation, et l'inverse, donc la condensation. Alors normalement on doit parler de gaz, on utilise souvent le terme de vapeur, alors en fait ça c'est dans un cas particulier qui n'est pas tant que ça, c'est lorsque à température ambiante, si le corps pur étudié est liquide ou solide, on dira que son gaz, c'est de la vapeur. D'accord. Donc l'eau étant liquide à température ambiante, on parlera plutôt de vapeur d'eau que de gaz d'eau. Alors que le dioxygène, lui, le dioxygène, il est à température ambiante, il est gazeux, donc on parle de gaz pour le dioxygène. Donc on va étudier dans la suite ces différents états et donc comment les trouver selon le volume, la pression, la température, voilà dans quel état va se trouver le corps pur qu'on étudie. Alors pour commencer, un diagramme PVT, c'est un diagramme à 3 dimensions, hein, puisqu'il y a 3 variables, et donc pour le représenter, c'est pas facile. Alors sur papier, il faut imaginer une projection 3D, hein. Donc voilà, vous l'avez là. Donc ici vous avez l'axe température, l'axe volume, et ici l'axe pression. Donc si on est à ce point-là, là par exemple, température élevée, voilà, volume élevé, pression pas trop importante, on est par exemple à l'état gazeux. Voilà. Donc là on voit où est-ce qu'on peut se situer. Alors évidemment c'est pas très pratique à lire et donc on préfère faire des coupes de ce diagramme 3D. Et donc si par exemple on coupe, vous voyez sur PET hein, comme ici là, et bien on va trancher quelque part. Vous voyez, quelque part là, comme ça, on a ça là, qu'on va retrouver donc ici. Voilà, donc ça c'est en coupe PT, et en coupe PV, vous voyez, hein, je rappelle, hein, V est ici, hein, d'accord, et P est ici. Et donc, voilà, on retrouve cette courbe là, ici, d'accord, qu'on va étudier dans la suite. Donc on va commencer par le diagramme PT. Alors évidemment le diagramme PT le plus connu c'est celui de l'eau, hein. Donc il y a quelques points que vous connaissez déjà, on va reprendre, on va en découvrir d'autres ensemble. Alors, il faut être capable de reproduire ces diagrammes, hein. Donc dans le cas de l'eau, le diagramme PT à l'allure qu'on a annoncé précédemment, il a quand même une particularité, hein. La plupart des courbes de fusion ont une pente positive, plutôt comme ceci, hein. PT, dans le diagramme PT. Dans le cas de l'eau, la pente est négative, hein. Donc ça c'est un peu une particularité de l'eau. Voilà, comme l'eau c'est quand même très étudié, on a l'impression que c'est vrai pour tout le monde puisque c'est vrai pour l'eau, ce qui est en fait le contraire. Bon, alors ça va représenter ce diagramme PT, c'est essentiel. Et donc après, connaître les points, ça l'est un peu moins, mais on va quand même regarder un peu ce qui se passe. Alors en fait, donc ce diagramme sépare a priori les 3 états. Donc l'état solide, on va le retrouver surtout aux basses températures, hein, et aux pressions élevées. Évidemment, à l'intérieur d'un solide, la pression est quand même bien plus importante qu'à l'intérieur d'un gaz, hein, où il y a quand même moins de densité de matière quand même beaucoup plus faible. Donc le gaz, on va surtout le trouver aux basses pressions et aux températures élevées. D'accord, là où il fait chaud, on a plutôt vaporisé la matière, et du coup la pression est faible. Les solides, on va les trouver donc à température plutôt faible et pression élevée. Et donc entre les deux, on découvre donc le liquide. Évidemment, vous avez les courbes d'équilibre qui séparent donc justement qui séparent les différents états. Donc là, vous avez la courbe de sublimation, la courbe de fusion, la courbe de vaporisation. Et donc il faut savoir à peu près tracer. Alors la courbe de fusion est très raide, hein. L'échelle ne lui rend pas hommage. Et donc il y a des points particuliers. Alors le premier point particulier, c'est le point triple. Il existe quand même un point
particulier où vous pouvez avoir à l'équilibre donc le solide, le liquide et le gaz. C'est donc le point triple, parce qu'il y a les 3 états. Dans le cas de l'eau, il est à peine au-dessus de 0 Celsius, 0 degrés Celsius, et en revanche à une pression très basse. D'accord. Donc, voilà, vous imaginez un matin frais de printemps, vous avez encore la rosée, vous avez eu un peu de givre qui commence à fondre, la pression est très faible, voilà, vous avez les 3 états qui peuvent coexister. Alors, est-ce qu'on est à l'équilibre ou pas? Ça, c'est un autre problème. Donc, ça c'est pour le diagramme, pour le point triple. Voilà, alors un autre point important, c'est le point C, le point critique ici. Alors ce point critique, eh c'est celui de la vidéo du fluide supercritique, c'est-à-dire qu'en fait, au départ, donc on avait un équilibre liquide-gaz, et donc on avait effectivement la séparation de la surface entre le liquide et sa vapeur qui était au-dessus, donc le gaz. Et en fait, en se débrouillant bien, on peut, en modifiant la pression et la température, on peut passer d'un point d'équilibre, hop, directement dans le fluide supercritique, et on ne remarque pas de changement net, on ne comprend pas trop ce qui se passe, d'accord. Et donc on peut se retrouver à la fin dans le gaz, d'accord, en passant par le fluide supercritique, voilà. Donc ça, ce point critique, il a une valeur, voilà, qui appartient à chaque corps pur. Pour l'eau, il est évidemment assez élevé en température et en pression. Vous avez les valeurs ici qui ne sont pas à connaître, mais bon. Donc ça fixe, donc ça arrête la courbe de vaporisation. En revanche, la courbe de fusion, elle s'arrête pas, elle va à l'infini. Alors après, c'est un peu plus compliqué puisqu'on va avoir des variétés allotropiques dans le cas de l'eau ou de la plupart des solides. Voilà pour le diagramme PT de l'eau. Donc je répète, savoir le tracer, savoir nommer les 3 segments, les 3 portions de courbe, et savoir que on s'arrête pour la courbe de vaporisation, on a un arrêt au point critique et on débute au point triple. Je crois que j'ai rien oublié. Ça c'était pour le diagramme donc PT. Le diagramme PV, alors le diagramme PV, on va le reprendre dans la page suivante. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un piston avec un volume donc assez grand, d'accord, et on s'assure qu'il n'y a que de la vapeur, du gaz à l'intérieur, et donc pas de gouttes de liquide. On parle de vapeur sèche, d'accord, opposée à vapeur saturante quand justement il y a le liquide qui apparaît. Et donc au début, les molécules ont beaucoup de place, elles sont en état gazeuse uniquement. On réduit le volume, on réduit un peu ce volume, et tout d'un coup, on le réduit. Alors si on suit à température constante, on est à température T égale une constante, donc température T inférieure à la température critique, et donc on a la quantité de matière totale qui est constante, donc nRT est une constante, et donc c'est égal à PV. Donc en gros, la pression évolue de façon en suivant une hyperbole, puisqu'elle est en proportionnelle à 1 sur V. D'accord, donc là ici on a une portion d'hyperbole dans le modèle du gaz parfait. Donc on diminue le volume, la pression augmente, d'accord, suivant cette hyperbole, et donc tant qu'on n'a pas trop diminué, on n'a toujours que du gaz. On continue à diminuer, et là on a tellement diminué que les molécules sont un peu serrées, et que là, paf, elles vont se condenser. On va avoir apparaître la première goutte d'eau. La première goutte d'eau apparaît, et donc là, on a du liquide et de la vapeur, donc on parlera de vapeur saturante, puisqu'il y a déjà un peu de liquide. Et donc là, on est donc au point A, sur le diagramme qui est écrit ici. Et donc on continue comme ça
à compresser. Donc on sait que tant que on a un équilibre liquide-vapeur, et ben d'accord, donc là on a un peu plus de liquide, mais toujours un équilibre liquide-vapeur. Ben ça correspond donc à une certaine pression, c'est-à-dire qu'on a un palier, on constate qu'on a un palier, la pression ne varie pas, la température toujours constante, et donc on continue à presser, on presse tellement qu'à un moment donné, c'est qu'on a plus qu'une petite bulle de vapeur, on a juste une petite bulle de vapeur, et tout le reste là c'est du liquide. Là on est au point B. Et donc là on a la dernière goutte de bulle de vapeur, et ensuite en comprimant encore plus, là on monte dans des pressions énormes, on n'est plus que dans le liquide, et donc on finit cet isotherme. Donc là ce qu'on vient de tracer en fait, c'est ce qu'on appelle donc une isotherme d'Andrews. Voilà, donc c'est cette courbe-là, isotherme d'Andrews. Donc si on prend une température plus élevée, on va avoir une isotherme comparable, qui sera un peu là, comme ça, au-dessus, etc. Et donc si on fait ça, on voit que les points B, entre guillemets, il y en a plein de ce côté-là, et les points A, il y en a plein de ce côté-là. Donc on définit ici la courbe de Rosé jusqu'au point critique, et de ce côté-là, la courbe d'ébullition. L'ensemble étant la courbe de saturation, d'accord, qui définit justement le passage d'un état saturé où il y a l'équilibre liquide-vapeur à un état de vapeur sèche ou de liquide surchauffé. Voilà, donc cette courbe de saturation, c'est celle par laquelle on commence généralement pour comprendre ce qui va se passer. Donc si jamais on est au-dessus, on est au-dessus de la température critique, on n'est que dans un espèce de pseudo-état gazeux, fluide supercritique, on a une espèce d'hyperbole, et si jamais on est pile à la température critique, on a un point d'inflexion avec ici le point C qui est le point critique du diagramme PT précédemment. D'accord. Donc à nouveau, je vous invite à regarder la vidéo pour comprendre un peu ce phénomène. Donc ensuite, on a d'autres façons de repérer justement ces changements d'état, avec notamment l'analyse thermique en suivant l'évolution de la température en fonction du temps. Donc ça c'est un autre diagramme, analyse thermique, page suivante. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On prend un glaçon, alors un glaçon qui sort du congélo, qui est sec, qui n'a pas d'eau qui ruisselle dessus, il est sec, il est à moins 18. Et donc on commence par, allez, soyons fous, on le met au four. Donc si on fait ça, forcément au début le glaçon va avoir sa température augmentée, et puis arrive un moment où la température du glaçon atteint la température de fusion, puisque tant qu'il n'a pas atteint la température de fusion, il reste solide. Et donc, arrivé à ce moment-là, tant qu'il y a, donc on est à l'instant T1, tant qu'il y a à la fois du liquide et du solide, on est sur un palier, et donc l'énergie fournie par le four sert uniquement à changer d'état, d'accord, et non plus à échauffer le système. D'accord, on va distinguer toujours l'échauffement, qui est donc une élévation de température, au changement d'état. Le terme chauffage est un peu usurpé, puisque quand on chauffe entre guillemets, ça peut augmenter la température, comme ça ne peut ne pas l'augmenter si on fait un changement d'état, puisque justement le changement d'état on fournit de l'énergie thermique, mais on ne voit pas la température évoluer pour autant. Donc on parle d'échauffement quand la température s'élève effectivement, et sinon de changement d'état. Et on évite le terme chauffage qui veut tout dire et rien dire. Donc là on a suffisamment entre guillemets chauffé justement, mais on est arrivé à ne plus échauffer le glaçon, on arrive au palier de fusion, et donc là toute l'énergie qu'on fournit sert à changer d'état. On arrive donc à la fin, à la dernière
au dernier petit grain de solide, et donc on n'a plus d'équilibre solide-liquide, on a fini le palier de fusion, là on va commencer à échauffer le liquide. Donc là on est à l'instant T2, on commence à échauffer le liquide jusqu'à sa température d'ébullition, et donc vous allez avoir le liquide qui va être en équilibre avec sa vapeur, et donc on a le palier de vaporisation, et donc tant qu'on a une goutte de liquide, on est à température constante. Vous savez bien qu'une casserole d'eau qui est beaucoup de bulles, pas beaucoup de bulles, beaucoup de gaz, pas beaucoup d'eau, etc., la température de l'eau qui bout, c'est 100 degrés. Et donc après, une fois qu'on n'a plus d'eau, on surchauffe la vapeur, et donc on a échauffement de la vapeur. Et donc là, ces paliers vous permettent de trouver justement les températures de changement d'état qu'on a dans le diagramme PT notamment. D'accord ? Dans ce cas-là, on avait travaillé à pression constante. Donc on a la pression du système qui est constante, qui est la pression extérieure, et donc si on prend le diagramme PT, dans le cas de l'eau, donc on était comme ceci, donc on était en pression atmosphérique, on va se placer quelque part ici, et donc au départ on n'a que du solide, et donc on augmente la température. Arrivé ici, la température ne bouge plus tant qu'on est sur la courbe de fusion. Une fois qu'on a éliminé justement le solide, on peut être dans le liquide, toujours à pression constante, et là on arrive donc à la deuxième température. Donc là on était à la température de fusion, et là on est à la température d'ébullition. Voilà le lien entre les deux et l'intérêt de cette courbe d'analyse thermique. Alors la grandeur essentielle, c'est donc la pression de vapeur saturante qu'on a déjà croisé donc dans le diagramme PV, et donc la pression de vapeur saturante, je répète, elle est dans le diagramme PV, on commençait par faire la courbe de saturation, et donc on est à une certaine température, et donc on commence par tracer donc l'isotherme d'Andrew, et donc là on a le palier donc d'équilibre liquide vapeur. Et donc on a ici la pression de vapeur saturante. Alors on a notre soit P indice S, soit P étoile, à la température en question. Parce que si on est à une autre température, si on a une température plus basse, la pression de vapeur saturante sera plus basse si on est à T' inférieur à T. D'accord ? Et donc, donc cette pression de vapeur saturante, c'est la pression justement de la vapeur qui a au-dessus d'un liquide. Okay. Donc quand on est en système ouvert, quand vous avez un verre d'eau, qu'est-ce qu'il y a ? Au-dessus, il y a un peu de vapeur d'eau, et donc cette vapeur d'eau, elle a une pression qui est donc la pression de vapeur saturante, et donc vous avez un équilibre comme ça dynamique entre l'eau liquide et sa vapeur. Et donc comme c'est ouvert, le problème c'est qu'il y a un peu de vent qui va chasser donc le gaz, et donc pour rétablir l'équilibre, on va remettre des molécules de gaz au-dessus du liquide, et on va avoir comme ça un phénomène d'évaporation sans ébullition. On sait que si on laisse si on renverse un verre d'eau par terre, on revient le lendemain, normalement il n'y a plus d'eau au sol. Donc évidemment ce phénomène marche d'autant mieux qu'il y a du vent, bien sûr, puisque le vent va chasser plus rapidement les molécules d'air, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux sécher son linge quand il y a du vent, et ça marche également mieux quand la pression de vapeur saturante est plus élevée, puisque ça veut dire qu'il y aura plus de molécules d'eau dans la vapeur, et donc on arrivera plus rapidement à extraire. Et donc si la pression de vapeur saturante est plus élevée, c'est que la température est plus élevée. C'est pour ça donc pareil, pour sécher son linge, il vaut mieux le faire en été dehors qu'en hiver. Voilà. Alors évidemment, ces paliers d'équilibre liquide-vapeur dépendent du corps étudié. Donc dans le cas de l'eau, on sait que par exemple la pression de vapeur saturante à 20 degrés pour l'eau, évidemment, est inférieure à 1 bar, puisque on sait que l'eau bout à une atmosphère à 100 degrés, donc si on est à moins de
de 100 degrés, ben on sait qu'on sera à une pression de vapeur saturante plus faible. Là j'ai mis deux exemples pour l'éther et le mercure, ce sont deux exemples un peu extrêmes, hein. Donc le mercure a une pression de vapeur saturante à 20 degrés qui est seulement de 20 pascal, donc très faible, donc c'est un corps qui est peu volatile puisqu'on aura peu de molécules de mercure qui vont composer donc la vapeur au-dessus, alors que pour l'éther on a quelque chose de beaucoup plus grand, une pression de vapeur saturante beaucoup plus grande, donc un corps beaucoup plus volatile, et donc qui a une température d'ébullition beaucoup plus basse aussi, hein. Voilà, donc le phénomène d'évaporation, ça j'en ai déjà parlé, et le phénomène d'ébullition, alors ça c'est juste le cas particulier, extrême, c'est-à-dire que vous augmentez tellement la température, que vous augmentez avec votre pression de vapeur saturante, et vous augmentez tellement donc votre pression de vapeur saturante qu'à un moment donné, ben, elle atteint la pression extérieure, et donc là c'est catastrophe, c'est l'ébullition. Toutes les particules du système qui veulent devenir gazeuses vont commencer à vouloir s'échapper, y compris celles qui sont en dessous, et donc ben, il y a des bulles qui apparaissent, et c'est l'ébullition. Alors si vous avez bien compris ce concept d'équilibre liquide-vapeur, vous comprenez que les bouteilles de gaz, donc de butagaz ou de propane, qui sont lourdes déjà, contiennent donc un équilibre liquide-vapeur. Ça s'entend, hein, si on secoue la bouteille, on entend le liquide qui fait du bruit. Et donc là, il n'y a pas besoin de manomètre, puisqu'il suffit d'avoir les tables thermodynamiques qui nous disent qu'à telle température, la pression de vapeur saturante vaut tant. Et donc dans la bouteille, tant qu'il y a du liquide, s'il y a du liquide et du gaz, à une certaine température, la pression vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire la pression de vapeur saturante à la température en question. Et ça, c'est tabulé, et il n'y a pas besoin de chercher bien loin. En revanche, pour le dioxygène, par exemple, là, en revanche, ce sont des bouteilles qui contiennent que du gaz. Et donc, le problème, c'est quand il y en a moins, la pression est plus faible. Et donc là, il vaut mieux savoir quand est-ce qu'il n'y en a plus trop, parce que vous secourez la bouteille, vous ne verrez pas la différence entre une bouteille qui a un peu de gaz et un peu moins. Donc là, vous avez besoin d'un manomètre qui vous indique la pression pour vous indiquer en gros ce qui vous reste de molécules dans le système. Alors, dernier point, le théorème des moments. Alors, le théorème des moments, ça, c'est un théorème qui vous donne la composition en masse ou en mol de votre système pour les phases liquide et vapeur. Donc, en fait, c'est dans le cas d'un équilibre. Donc, par exemple, vous êtes sur un point M ici, et vous voulez savoir, vous avez une masse totale du système qui est M, et vous avez dans cette masse une masse de vapeur et une masse de liquide, justement en équilibre. Et donc, vous voulez connaître la valeur de ces deux masses, et vous savez que vous êtes ici sur le diagramme. Donc, le théorème vous dit que le rapport ML sur MV est égal à la longueur du segment MV sur ML. On l'appelle aussi le théorème des segments inverses, puisque regardez, ML sur MV égale MV sur ML. Je viens d'écrire. Vous voyez, alors évidemment, c'est pas les mêmes choses. Là, c'est des masses, là, c'est des longueurs de segments, mais à l'oral, on dit l'inverse. Et donc, ça vous permet, en mesurant donc la longueur du segment MV, donc MV, c'est, j'appelle V ou A le point ici, puisque là, on l'avait appelé A avant, mais finalement, c'est un point de vapeur, et ici, on l'appelle B ou L, c'est un point du liquide. Donc c'est la limite de la vapeur saturante et du liquide saturant. Donc on l'appelle théorème des moments, puisqu'on a un théorème pareil en mécanique qui permet de dire, si on a une balançoire dissymétrique, on a deux personnes ici, il vaut mieux mettre la personne légère, donc vaporeuse, plutôt ici, et la personne lourde ici, puisque en gros MV fois MV égale ML fois ML. D'accord ? Donc la masse lourde, on la met sur le petit segment, et la masse vaporeuse, on la met sur le grand segment. Et donc ce théorème des moments, c'est celui que avait invoqué Archimède en disant: vous me donnez un levier suffisamment grand, j'arriverai à vous soulever la Terre. Bon, ça c'est pour la culture.
Donc ce théorème des moments est utile pour connaître justement la proportion des masses en présence. Sa démonstration n'est pas très compliquée, je vous l'ai fourni dans la dernière page. Donc je reprends juste le diagramme rapidement, hein. Donc là, on a le diagramme PV, sauf qu'au lieu de mettre V, on met le volume massique, c'est-à-dire V sur la masse totale du système. Donc évidemment, ça ne change rien à l'allure de la courbe, hein. C'est juste on a juste un rapport homothétique en 1 sur M entre les deux. Et donc on a toujours l'isotherme, et donc le point M ici, là la vapeur saturante, là le liquide saturant ici, et donc on aimerait savoir quelle est la masse de vapeur et la masse de liquide au point M. Donc on écrit simplement que le volume total du système, c'est le volume du liquide plus le volume de la vapeur. Jusqu'à là, c'est pas très compliqué. Le volume du liquide, c'est en fait la masse du liquide fois le volume massique. Donc là, pour les volumes massiques, pardon, pas bien écrit, on va prendre des petits v, d'accord, pour les grandeurs massiques. Et pareil, le volume de la vapeur, c'est la masse de la vapeur fois le volume massique de la vapeur. Et le volume ici, on peut l'écrire comme étant égal donc à la masse fois le volume massique du point M, puisque le point M a un certain volume, a une certaine masse, donc justement a un volume massique qui vaut V sur M. Et donc si on fait ça, on peut isoler donc alors je vais diviser par M, hein, et je vais faire apparaître donc les fractions massiques. Donc ml sur M, je l'appelle la fraction massique du liquide, xl fois vl plus xv fois le volume massique de la vapeur. Et donc quand on isole xv, hein, en écrivant bien sûr que xl c'est 1 moins xv, donc là vous n'avez plus que xv à isoler, vous trouvez donc cette relation, et donc cette relation, vous avez xv est égal à v moins vl sur vv moins vl, et donc ça, si vous le traduisez en termes de segments, hein, v moins vl, c'est la longueur du segment ml, sur vv moins vl, c'est la longueur du segment total lv. D'accord, donc c'est une autre façon de l'écrire. Donc vous avez xv qui est égal à ml sur lv, xl qui est égal à mv sur lv, et donc j'avais donné également le dernier, puisque là c'est mv sur m, et là c'est ml sur m, et donc juste avant j'avais donné mv sur ml égale donc ml sur mv. Voilà les trois façons de l'écrire. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai oublié. Oui, alors évidemment, des fois on est en train d'écrire ça et puis on oublie, est-ce que c'est l'un sur l'autre, l'autre sur l'un. Alors avec un peu de logique, hein, on peut quand même retrouver la chose. Regardez bien sur le diagramme, donc quand vous êtes très proche, quand le point M est très proche de la vapeur, c'est que vous avez beaucoup de vapeur, vous avez plus de vapeur quand le point M est là que quand le point M évidemment est ici. D'accord? Donc là, vous sentez bien que à la limite quand M est en L, vous avez que du liquide, donc forcément c'est la longueur la plus grande sur la longueur totale qui vous donne la quantité de liquide. Donc on comprend que donc la masse de liquide sur la masse totale, c'est la longueur, quand on est là du côté le plus grand, donc il faut prendre le côté opposé, hein, c'est-à-dire celui qui est relié à V sur la longueur totale du segment. Et donc pareil ici, hein, si on est là, on a la longueur MV qui est très courte, et donc on a peu de liquide, et donc on retrouve que MV sur LV est égal à ML sur M. Voilà, donc ça c'est un théorème qui sert, et donc c'est bien de le connaître, à la fois la démonstration et évidemment son énoncé.